Philippe Velilia, bonjour. Bonjour. On vous voit très bien à l'image. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita pour nous aider à commenter, on va dire, les derniers développements. Et les derniers développements, eh bien, ils sont extrêmement importants, tant sur le plan politique que sur le plan juridique, puisque la Cour suprême a publié hier soir, tard dans la soirée, vers 23h, ses conclusions, son verdict concernant les recours déposés il y a quelques semaines par des personnalités qui ne voulaient pas que Binyamin Netanyahou puisse former son gouvernement ou qui contestaient les termes de l'accord de coalition. La réponse de la Cour, à l'unanimité, eh bien, c'est un rejet de ces deux recours. Comment vous expliquez d'abord cette unanimité ? Je crois que ce n'est pas une surprise, en fait. Lorsqu'on a suivi les débats dimanche et lundi, la Cour suprême, elle a d'ailleurs plusieurs fois interrompu les avocats en disant « Là, vous nous présentez des arguments politiques, nous examinons des questions juridiques. » C'est-à-dire qu'un accord de coalition, ce n'est pas une loi. C'est pas une loi. Et la Knesset, elle se prononce sur des lois ou sur des règlements. Et donc, mais à travers les questions qu'elle posait, et à travers un certain nombre de remarques, elle a souligné, comme elle le souligne dans sa décision d'hier soir, que cet accord de coalition posait certaines difficultés. Mais c'est lorsque ces difficultés se traduisent dans une loi, lorsque ces dispositions contestables se traduisent dans une loi, c'est là que la Cour suprême peut intervenir. Donc elle a refusé d'intervenir sur ce qui est un accord politique. Et puis, deuxième décision très importante, elle a dit que dans la législation actuelle, et c'est vrai, rien ne s'oppose à ce qu'un député mis en examen dans des affaires pénales puisse se voir confier la fonction de formation d'un gouvernement, la tâche de former un gouvernement. Et donc Binyamin Netanyahou, dès aujourd'hui, pourra recevoir un mandat de 61 députés de la Knesset. Alors, on peut effectivement dire, Philippe, que d'une certaine manière, le Conseil juridique du gouvernement avait déminé, on va dire, les pièges et les obstacles pour la Cour suprême, puisqu'il avait dit lui-même dans ses recommandations que rien n'empêchait sur le plan juridique Binyamin Netanyahou, et c'est probablement le point le plus important dans la conjoncture actuelle, de former ce gouvernement. Mais je voulais revenir sur cette question de l'unanimité. Ça veut dire que tout le monde pense la même chose dans la Cour suprême. Il n'y a pas des juges qui ont des avis différents lorsqu'ils sont 11 juges comme cela. Est-ce que c'est monolithique de la sorte ? Non, en général, la Cour suprême n'est pas monolithique, et la Cour suprême israélienne, comme la Cour suprême des États-Unis, a l'habitude, lorsqu'elle publie ses décisions, de publier les opinions minoritaires. C'est-à-dire qu'on sait quel juge a voté dans tel ou tel sens. Mais là, justement, la Cour suprême n'a pas voulu examiner les choses dans le détail. Si elle avait voulu examiner les choses dans le détail, il y aurait eu des divisions. Là, elle a voulu prendre une position de principe en disant un accord de coalition, on ne se prononce pas sur des questions politiques. Et donc là, les juges ont été unanimes. Et la même chose pour la décision sur Binyamin Netanyahou. Par contre, et ça je voudrais insister là-dessus, elle a fait un certain nombre de remarques sur un certain nombre de points. Et sur ces points-là, elle a eu en quelque sorte une vertu pédagogique, puisque les négociateurs en ont tenu compte et qu'ils ont rectifié leur accord de coalition et les législations qui viennent d'être adoptées par la Knesset dans la nuit. Par exemple, sur la durée de la Knesset, ils l'avaient réduit à 3 ans, rien ne les autorisait, ce sera 4 ans et demi comme d'habitude. Et puis il y a également deux autres points problématiques qui ont fait l'objet de corrections. Mais pas les points qui semblaient les plus problématiques, c'est-à-dire le fait que l'on nomme un Premier ministre par alternance, qui est une sorte d'entité jusqu'à présent inconnue, ou pas le fait que, par exemple, dans la commission de nomination des juges, il y ait un représentant de l'opposition qui est en fait de facto dans la coalition. Oui, mais alors là, les choses ne sont peut-être pas définitives. Parce que lorsque ces décisions seront prises, la Cour suprême... Seront votées, vous voulez dire. D'ailleurs, en décembre dernier, elle ne se prononce pas sur des virtualités. Elle se prononce sur des faits. S'il n'y a pas de député de l'opposition dans la commission de nomination des juges, elle pourra être saisie et à partir de là, elle pourra reprendre une ancienne jurisprudence en disant, voilà, il n'y a pas de loi sur ce point, mais il y a une tradition. Et puis sur l'accord de rotation, effectivement, elle ne se prononce pas sur l'accord de rotation en lui-même, mais lorsqu'il sera mis en œuvre. Et lorsque Binyamin Netanyahou ne sera plus Premier ministre, mais Premier ministre adjoint, est-ce que l'immunité, en quelque sorte, dont il bénéficie, sera encore d'actualité ? Là, la Cour suprême pourra également intervenir. Donc, ce n'est pas complètement définitif, mais disons que dans la période qui vient, maintenant, plus rien ne s'oppose à la formation du gouvernement. D'ailleurs, Binyamin Netanyahou, qui devrait avoir 2 semaines, qui a selon la loi 2 semaines pour former ce gouvernement, voudrait même qu'il prête serment dès mercredi.
Oui, alors c'est ça. Alors ça, on passe du côté politique, puisqu'il y a eu donc ces derniers développements et que normalement la Knesset devrait voter ce matin en seconde et troisième lecture l'ensemble de ce projet d'accord de coalition gouvernementale avec le parti bleu-blanc et probablement aussi. Et donc là maintenant, on va se retrouver dans une situation, là encore une fois, on va dire sans précédent, puisque durant le courant de la journée, les députés de la future coalition vont devoir signer en faveur de ce député, Binyamin Netanyahou, qui sera mandaté par le président de l'État, qui doit être mandaté ce soir. C'est-à-dire qu'il va y avoir à nouveau cette cérémonie d'attribution du mandat par le président de l'État au Premier ministre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut 61 signatures et il les a, puisqu'il y a les 58 de sa coalition. Pardon, il y a les députés Likoud, les députés socialistes religieux et les députés Kachol Lavan. Yemina, on ne sait pas. Yemina, on ne sait pas. Voilà. C'est pas évident qu'il signe, mais il a d'ores et déjà plus que 61 signatures. Il devra en obtenir, d'après mes calculs, environ 70. Oui, alors effectivement, et donc Binyamin Netanyahou aura normalement 15 jours pour former ce gouvernement, mais ça devrait une semaine devrait suffire, et on sera dès la semaine prochaine, on va dire, enfin, le gouvernement israélien, un gouvernement nommé, élu, sera formé. D'ici là, il y a 3 difficultés pour lui à résoudre. Première difficulté, les négociations avec Yemina. On ne sait toujours pas si Yemina va participer au gouvernement. Ici, tout Yemina va y participer. Il n'est pas exclu que le groupe se divise. On sait que le Rav Rafi Peretz voudrait rester ministre de l'Éducation. Naftali Bennett a dit qu'il voulait le ministère de la Santé. Et là, c'est la deuxième difficulté. Quelles sont les concessions que devra faire Kachol Lavan pour abandonner ce poste? Et puis la troisième difficulté, c'est une difficulté propre au Likoud. Il restera peu de postes à distribuer pour les ministres du Likoud, et donc là, Binyamin Netanyahou devra faire des choix à l'intérieur de son parti et trouver des compensations pour certains. On le sait déjà, il y a des postes prestigieux d'ambassadeurs qui pourraient être offerts à d'anciens ministres qui ne retrouveraient pas une place dans ce nouveau gouvernement. Alors, je voudrais revenir un peu sur quand même la décision qui est la plus importante, celle de la Cour suprême, même si effectivement on s'y attendait un petit peu ces derniers jours. Mais tout de même, j'essaye de comprendre la logique de la Cour. Pourquoi, par exemple, la Cour suprême, il y a de cela 25 ans, a jugé bon, par exemple, de dire qu'un ministre qui était inculpé par la justice israélienne, eh bien, ne pouvait pas continuer à occuper ses fonctions. C'est ce que l'on appelle le décret, le verdict Pinchasi-Deri Pinchasi. Et pourquoi, finalement, faire une telle différence? Et que répondre à ceux qui disent, eh bien, dans la vie, il n'y a pas que la loi, il y a aussi la morale. Oui, il y a une petite différence entre des ministres et un Premier ministre. Des ministres, ils sont choisis par le Premier ministre, ils peuvent même ne pas être élus. On a vu des ministres qui n'étaient pas élus. Le Premier ministre, il a obtenu en quelque sorte l'onction du peuple, et c'est difficile de dire à quelqu'un qui vient d'être élu, et il faut le reconnaître avec des scores importants comme Binyamin Netanyahou la dernière fois, de dire vous ne pouvez pas former un gouvernement parce que vous êtes sous l'inculpation pour des affaires pénales, ce que les électeurs savaient parfaitement bien. Donc là, il y a quand même une différence de qualité. Et on verra si la Cour suprême maintient sa jurisprudence Deri Pinchasi lorsque Binyamin Netanyahou deviendra, alors ce sera ça la difficulté, non pas simple ministre, mais Premier ministre remplaçant au bout de 18 mois. Là, la question pourrait se poser à nouveau. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la Cour suprême, dans une volonté, on va dire, d'essayer de se réconcilier avec au moins certaines parties du peuple, ou dans une volonté peut-être même de tenir compte de certaines menaces de la part de responsables du Likoud, a cédé quelque part et s'est lancé dans une sorte de campagne, une sorte de contre-offensive de séduction à travers, par exemple, le fait que les débats ont été diffusés par les télévisions israéliennes, et à travers le fait que, eh bien, dans le cas précis, eh bien, elle statue, on va dire, en faveur de Binyamin Netanyahou tout à fait nettement. Bon, je ne dirais pas les choses comme ça. Ce n'est pas en faveur de Binyamin Netanyahou, elle statue simplement en faveur de ce que la loi aujourd'hui. Elle n'institue pas une nouvelle jurisprudence. Alors, vous avez raison sur le fait... Il y a eu des menaces quand même, hein, il y a eu des menaces. Oui, il y a eu des menaces, mais je crois que ce n'est pas à ces menaces qu'elle a cédé. On l'a vu pendant les débats, elle était très sereine, elle n'a pas hésité à faire beaucoup d'ironie. Par exemple, ce que la présidente
a dit qu'est-ce que ça a à voir le corona avec le gel de nomination de responsables importants. Et c'est vrai que c'est une remarque de bon sens. Là où la Cour suprême, effectivement, est soucieuse de son image, c'est lorsqu'elle a voulu que les débats soient retransmis publiquement. Et je crois d'ailleurs que ça a été apprécié par le public. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une phase un peu d'apaisement entre la Cour suprême et puis certains milieux de droite ou religieux qui généralement contestent son rôle. Là, elle a montré qu'elle jugeait en droit et qu'elle ne jugeait pas en opportunité. Moi, je suis de ceux qui ont toujours trouvé qu'on faisait un mauvais procès à la Cour suprême. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays du monde, on a cette difficulté. Aux États-Unis, dès les années 30, on parlait de gouvernement des juges. En France, il y a eu des décisions. Non, mais aux États-Unis, les choses sont claires. Les juges sont élus par des hommes politiques, c'est-à-dire ils représentent soit le courant conservateur, soit le courant républicain, soit le courant démocrate. En France, dès 1971, le Conseil constitutionnel a annulé des lois importantes, une partie de la loi anti-casseurs. En 1980, ça avait été une décision retentissante aussi. Elle a annulé une partie de la loi de nationalisation pour que les actionnaires des entreprises nationalisées soient mieux indemnisés. Une fois, elle avait même annulé le budget. Et toutes les cours suprêmes ont affaire à moi, ce que j'appelle un mauvais procès. Encore il y a 2 jours, la Cour suprême allemande vient de s'immiscer dans une décision de la Banque centrale européenne, ce qui pourrait créer des difficultés à la Banque centrale européenne, à l'heure où elle doit jouer un rôle important dans la relance de l'économie dans l'Union européenne. Donc on a en permanence cette tension. C'est pas nouveau d'ailleurs, ça a toujours existé dans l'histoire entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Ça prouve aussi tout simplement peut-être qu'on vit en démocratie. Et vous ne pensez pas que quelque part aujourd'hui la Cour suprême, d'une certaine manière, a voulu donc essayer de calmer effectivement les esprits et d'essayer de retrouver une forme de consensus justement à travers ce verdict à l'unanimité? Moi, je ne crois pas que c'était son intention. Je crois qu'elle a statué en conscience, mais effectivement, le résultat, on l'entendait ce matin d'ailleurs dans les interviews de ministres Likoud qui étaient interrogés sur des chaînes de radio et de télévision. Aujourd'hui, on va vers une période d'apaisement. Et moi, je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est pas bien qu'il y ait une telle tension entre le pouvoir public, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Je crois que la démocratie israélienne a besoin de calme dans la période qui vient. Après 17 mois de crise politique sans précédent, je pense que c'est bien qu'on rentre dans une période un peu plus sereine. Eh bien, Philippe Bellilia, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité, de nous avoir aidé à commenter ces derniers développements importants dans la vie politique et juridique du pays. Merci. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.